Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Code, aujourd'hui numéro 44, et nous allons attaquer cet exercice qui est un grand classique en deuxième année de classe préparatoire, qui est le suivant: étudier les classes de similitude des matrices orthogonales. Donc classe de similitude, on entend ici chercher en fait à quoi peut être semblable les matrices qu'on est en train d'étudier, et ici les matrices orthogonales. Donc une classe de similitude d'une matrice A, c'est l'ensemble des matrices B qui sont semblables à la matrice A. Et les matrices orthogonales, on a déjà rencontré ça à plusieurs reprises lors des différents exos et petits exos de colle que nous avons vus aux épisodes précédents. Mais je vais faire un petit rappel au moins d'une définition ici qui me sera utile. C'est la suivante: une matrice O dans Mn de R sera dite orthogonale si et seulement si, donc si et seulement si la transposée de O fois O est égale à l'identité. Donc voilà l'exercice que je vous propose, c'est de chercher en fait, une autre façon d'expliquer ce qu'on demande ici, c'est de chercher une forme canonique des matrices orthogonales. À quoi peut ressembler une matrice qui serait la plus simple possible et qui correspondrait à une matrice qui serait semblable à une matrice orthogonale. Donc on cherche vraiment des matrices, la forme des matrices assez générales qui décrivent toutes les classes de similitude pour les matrices orthogonales. Voilà, c'est d'autres façons de l'expliquer ici. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le résultat. Je ne vais pas donner le résultat tout de suite. Je donnerai le résultat une fois qu'on arrivera au moment où on va résoudre le problème. Et je vais vous donner une trame, donc un ensemble de petites questions qu'on va résoudre au fur et à mesure de cet exo de colle et qui vont nous permettre à la fin de donner la solution à ce problème et donc de décrire toutes les classes de similitude d'une matrice, enfin des matrices orthogonales. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour ceux qui veulent se lancer quand même, à essayer de les étudier sans que je ne dise quoi que ce soit. Mais je vais vous donner tout de suite une trame qu'on va suivre, exactement comme je l'ai déjà fait pour d'autres exos de colle, avec des petites questions auxquelles on va répondre afin de répondre vraiment au problème. Alors pour la résolution, je vous propose le programme suivant. Dans un premier temps, on va regarder ce qui se passe pour les matrices de taille 1, 1, puis pour les matrices de taille 2, 2. Donc pour les matrices de taille 1, 1, ça va être très rapide, et pour les matrices de taille 2, 2, il faut prendre un petit peu de temps, mais ça va être également assez rapide. Deuxième point, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les valeurs propres réelles d'une telle matrice, donc d'une matrice orthogonale. Ça aussi, ça va être intéressant. C'est pas une question très difficile non plus, mais ça va être assez intéressant pour répondre à la suite. Le troisième point, qui va être assez intéressant, je pense, et qui est un exercice un peu moins facile, est le suivant: de montrer que tout endomorphisme d'un R espace vectoriel de dimension finie admet une droite ou un plan stable. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là que pour n'importe quel endomorphisme dans un R espace vectoriel de dimension finie, il existe un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de dimension 1 ou de dimension 2, dans lequel, si je prends un vecteur dedans et que je calcule une image par f, eh bien je reste dans la droite ou dans le plan que j'aurais considéré. C'est ça la question de stabilité, et c'est ça la question de droite et de plan qu'on va chercher. Et je les montre dans un cas assez général, dans un cadre vraiment d'endomorphisme d'un REV, même si ici je vais essentiellement l'utiliser dans le cadre des endomorphismes, des automorphismes qui vont être orthogonales. Mais je pense que c'est assez intéressant de le voir dans un cas un peu plus général et voir comment le raisonnement, comment résoudre ce petit problème. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Le quatrième point que nous allons voir, ça va être le suivant. Donc on va considérer F un automorphisme orthogonal.
Alors pour l'instant, vous pouvez comprendre que ce que je veux dire par entomorphisme orthogonal, c'est que si je regarde la matrice dans la base B de l'application linéaire, de l'endomorphisme linéaire, ça doit être une matrice orthogonale. Vous pouvez le comprendre comme ça. Bien sûr, il y a d'autres façons de le traduire, comme par exemple le fait que l'application F conserve la norme ou conserve le produit scalaire. Voilà, c'est des choses, le produit scalaire canonique bien sûr, et quand je parle de norme, c'est aussi une norme canonique. Donc voilà, vous pouvez le voir comme ça. Donc F un automorphisme orthogonal, soit grand F un SEV, donc un sous-espace vectoriel de E, stable par F, par l'application F. Alors il y a deux choses. La première, c'est que F orthogonal, que je peux définir dans le cadre d'un espace euclidien, donc évidemment les espaces vectoriels, les R espaces vectoriels que je vais considérer vont être euclidiens, munis du produit scalaire canonique, usuel. Donc F orthogonal est aussi stable, donc il est également stable par F. Et un autre point, un deuxième point sur ce petit exercice, on va dire, c'est la chose suivante, c'est que l'application F induit sur grand F et sur grand F orthogonal des automorphismes orthogonaux. Voilà, donc ça va être assez intéressant parce que je vais pouvoir donc découper un automorphisme orthogonal sur un R espace vectoriel de dimension n en deux automorphismes orthogonaux sur des sous-espaces vectoriels de dimension respectivement k et n-k. Ça va être assez intéressant. Et ça va être assez intéressant sur ce qui va se profiler comme raisonnement parce que je pense que vous pouvez le sentir venir. Mais il y a un raisonnement que je vais faire par récurrence qui va me permettre de répondre à la question qui est posée. Donc à la suite de toutes ces questions-là, on va conclure un résultat concernant la forme générale des matrices orthogonales. Donc à quoi peut être semblable une matrice orthogonale. Donc voilà la trame que nous allons suivre là, tout pendant l'ensemble de l'exo de colle. Je vais effacer dans un instant les questions, mais je vais les réécrire au fur et à mesure à chaque fois que j'en attaquerai une, que je commencerai à en attaquer une. N'hésitez pas à faire une petite pause maintenant si vous voulez vous lancer et essayer de répondre à chacune de ces questions. Je pense que les questions les plus intéressantes vont être notamment la question 3 et la question 4, qui ne sont pas des questions si faciles que ça, mais bon, c'est pas très difficile non plus, mais je pense que ce sont des questions qu'il faut avoir vues au moins une fois, si on n'a pas trop d'idées de comment on résout ces choses-là. Donc voilà, ça fait partie des choses assez classiques à savoir manipuler. Et puis bon, je trouve que c'est des parties assez intéressantes. Et puis voilà, bon, on va voir que les premiers points sont quand même assez importants, même si vous allez voir que ça va aller assez vite sur la résolution. Ok, donc c'est parti. Hop. Pour cette première question, et donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de répondre par vous-même avant que j'avance. Ok, bon O1 de R, c'est très rapide, vous cherchez donc des réels, tels que le carré vaut 1. Bon, il n'y a pas beaucoup de réels, 1 ou moins 1. Voilà, bon, très bien. Et bon, il n'y a pas besoin de chercher des classes de similitude là-dedans, c'est juste les matrices comme ça, donc c'est assez clair de quel type de matrice nous allons obtenir. Je pense que c'est assez clair. Ok, alors maintenant, regardons ce qu'il en est pour O de 2R. Alors O de 2R, bon là je vais faire de manière assez naïve. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste une matrice d'une forme assez générale et je vais dire qu'elle est orthogonale. Et puis je vais voir quelle forme de matrice, donc quelle restriction sur la matrice générale que j'ai prise, il va falloir respecter pour espérer avoir quelque chose d'orthogonal et conclure, une fois avoir fait ça, donc de l'analyse synthèse en fait, conclure à la fin que les matrices orthogonales sont bien de cette forme. Voilà, on se souvient toutes de cette forme. Donc je vais prendre une matrice O, et je vais l'appeler comme ça, A, B, C, D. Voilà. Et donc je vais juste suivre la propriété que j'ai énoncée ici. Pour être orthogonale, il faut que la transposée de O fois O soit égale à l'identité. Donc il faut que je fasse un petit calcul. Transposée de O fois O. Donc A, C, B, D fois A, B, C, D. Ceci me donne A carré plus C carré. Si je dis pas de bêtises, ça va faire AB plus CD. AB plus CD également ici. Et enfin, B carré, plus D carré.
Mais ce que je veux, c'est que ce produit soit égal à l'identité, et pour que ce soit égal à l'identité, il va falloir respecter le système suivant. A carré plus C carré égale 1, donc ça c'est une première ligne. B carré plus D carré égale également 1, ça serait la deuxième ligne. Et il faut également que AB plus CD est égal à 0, ça c'est la troisième ligne. Remarquez que si j'avais traduit la condition d'être une matrice orthogonale par d'autres façons, comme par exemple le fait de dire que la famille des vecteurs lignes forme une base orthonormale, bon bah avec cette condition-là, on voit bien qu'il faut que la norme du premier vecteur vale 1, donc la première ligne, la norme de la deuxième ligne vale 1 également, et que le produit scalaire entre les deux lignes vale 0. D'accord? C'est la même chose avec les colonnes, hein. J'aurais pu faire le même genre de calcul avec les colonnes, juste en échangeant le produit que j'ai fait là, transposé de O fois O par O fois transposé de O. Si j'avais fait le produit dans l'autre sens, j'aurais les conditions concernant la colonne, enfin les colonnes. Mais voilà. Donc ok, j'ai ces conditions-là, il n'y a plus qu'à manipuler tout ça, et donc essentiellement il va y avoir deux cas de figure à considérer. Je vais d'abord considérer le cas où A est différent de 0, afin de pouvoir écrire B en fonction du reste, et par la suite espérer écrire D en fonction du reste. Et puis une fois que j'aurai traité ce cas-là, je vais traiter le cas A égale 0. Alors je commence à traiter donc le cas A différent de 0. A différent de 0, donc je peux diviser par A dans la relation 3, et je peux donc écrire que B est égal à moins CD divisé par A. Maintenant que j'ai fait ça, je peux reprendre la deuxième équation, remplacer B par ce que je viens d'obtenir, et en simplifiant un petit peu, j'obtiens C carré sur A carré plus 1, le tout fois D carré égale 1. Et si j'inverse, j'obtiens D carré est égal à 1 sur C carré sur A carré plus 1, qui me donne A carré sur C carré plus A carré. Mais C carré plus A carré, je sais que ça vaut 1 grâce à l'équation 1, donc j'obtiens A carré. Donc D carré égale A carré, ce qui signifie que D égale A ou D égale moins A. Bon, puis si D égale A, je reviens à la condition qui me exprime B en fonction du reste. Eh bien, si D égale A, j'obtiens moins C. Et puis si D égale moins A, j'obtiens B égale C. Donc les matrices que j'obtiens sont les suivantes. A, moins C, C, comme ceci. Ou alors A, moins A, C, C. Voilà. Remarquez que les deux cas de figure me donnent d'un côté une matrice de déterminant égale à 1, A carré plus C carré, et de l'autre côté une condition sur les matrices de déterminant moins 1, là j'ai moins A carré, moins C carré, qui donne bien moins 1. Donc voilà, ok, voilà ce qu'il en est pour A différent de 0. Qu'en est-il maintenant pour A égale 0? Je vais voir que ça va aller également très vite. Donc si A est égal à 0, bon bah cette fois-ci, ça veut dire que d'après l'équation 1, j'ai C qui vaut 1 ou C égale moins 1. Bon, très bien. Et l'équation 3 me dit que C fois D vaut 0, et donc ça veut dire que D égale 0. L'équation 2 devient alors B carré égale 1, et donc B égale 1 ou B égale moins 1. Conclusion de tout ça, les matrices que j'obtiens sont de la forme des 0 dans la diagonale et plus ou moins 1 dans l'antidiagonale. Voilà, sachant que le plus et le moins, je peux les choisir arbitrairement, il n'y a aucun souci avec ça. Mais peu importe le choix que je fais, on pourra remarquer que la matrice que je viens d'obtenir, les types de matrices que je viens d'obtenir, correspondent au type de matrice que j'ai écrite ici. D'accord, vous voyez bien, j'ai bien le même A, et puis ensuite, bon, même si je mets un moins, ça ne change rien, et après, ça dépend si vous mettez un moins sur le C ou pas. Donc si vous mettez un moins sur le C, vous obtenez 1, moins 1 ou moins 1, 1, et puis sinon vous avez moins 1, plus 1, plus 1. Donc aucun souci. Donc de manière générale, je peux écrire cette forme de matrice avec A en considérant également le cas A égale 0. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, alors j'ai fait l'analyse. Pour la synthèse, il suffirait de vérifier maintenant que les matrices qui s'écrivent soit comme ça, avec A carré plus C carré égale 1, sont bien des matrices orthogonales. Et si j'ai réussi à faire ça, je conclus que les matrices orthogonales sont bien de cette forme. Bon, je ne fais pas cette étape-là, je vais conclure directement. Parce que c'est pas très difficile de vérifier ce que je viens de dire. Hein. Hop. Donc je vais écrire directement le résultat. On aura montré alors que O2 de R, c'est l'ensemble des matrices qui s'écrivent A, epsilon A, C moins epsilon C, avec epsilon qui vaut plus ou moins 1,
et A carré plus C carré qui vaut 1. Voilà. Donc voilà toutes les matrices orthogonales. Ok, maintenant qu'on a toutes les matrices orthogonales, on va pouvoir étudier les classes de similitude. Bon, alors avant d'avancer sur les classes de similitude, je voudrais faire une remarque assez intéressante. Le fait de voir que on a l'équation A carré plus C carré égale 1, ça doit vous faire penser à quelque chose. Et ça serait très bien d'y penser à ce moment-là, ça sera assez utile. Bon, même si je pourrais continuer les calculs sans avoir ça en tête, mais je pense que ça peut être assez utile pour avancer. Vous pourriez avoir en tête l'idée que en fait, le A et le C joueraient le même type de rôle qu'un cosinus de θ et un sinus de θ. Si vous avez ça en tête, ça va permettre de simplifier un petit peu les calculs, et puis même si on voulait ensuite l'interpréter géométriquement, donc interpréter à quoi correspondent les matrices orthogonales en termes de transformation géométrique dans le plan, on pourrait aller jusqu'au bout si on voulait. Je ne vais pas le faire ici parce que sinon ça me demanderait beaucoup plus de temps que ça n'est déjà. Donc voilà, je ne vais pas le faire, mais on pourrait ensuite interpréter géométriquement ce que ça signifie tout ça. Mais bon voilà, je vais le faire maintenant, hein. Je peux considérer A égale cos θ et B égale sinus de θ, ça pourra être assez utile. Bon, alors maintenant si je veux étudier les classes de similitude de ces matrices-là, qu'est-ce que je fais en général? Je calcule un polynôme caractéristique, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je prends le polynôme caractéristique d'une matrice. Alors, polynôme caractéristique d'une matrice, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais le faire avec A et C pour l'instant, mais vous pouvez avoir en tête que je pourrais écrire ça. Donc, je vais avoir x carré moins 2 fois la trace, hein, donc 2 fois epsilon A fois x. Enfin, pas 2 fois la trace, juste moins la trace, mais c'est donc... alors, c'est pas 2 fois, oui, alors c'est ça que j'ai écrit. C'est ça qui est une bêtise. Ok, je viens de comprendre. Je suis en train de faire une bêtise. Donc il y a deux cas de figure, soit je fais 1 plus epsilon fois A, voilà c'est mieux, donc 1 plus epsilon fois A fois x, et plus, je vais avoir le déterminant, et le déterminant c'est epsilon ou moins epsilon en fait, hein, vous allez vous rendre compte très vite, donc là j'ai epsilon, enfin c'est soit epsilon, le déterminant vaut epsilon, donc c'est soit 1 ou moins 1, hein, donc là vous avez epsilon fois A carré, plus epsilon fois C carré, c'est ça que je voulais dire, donc vous allez obtenir epsilon. Ok, bon alors ça devrait rouler. Maintenant on regarde les racines. Donc si on regarde les racines, qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient 1 plus epsilon fois A le tout au carré, moins 4 fois epsilon, tout simplement. Ok, donc je développe un petit peu. J'obtiens 1 plus epsilon carré fois A carré, moins 4 fois epsilon. Très bien. Alors ceci me donne quoi? Ceci me donne A carré plus 2 fois epsilon A carré plus epsilon carré qui vaut 1 en fait, hein, donc plus A carré moins 4 fois epsilon. Si je simplifie un petit peu, ça fait 2 fois A carré. Est-ce que je peux simplifier plus que ça? Donc 2 fois A carré plus 2 fois epsilon A carré moins 4 fois epsilon. Ouais, bon, on va tout de suite remplacer par les deux cas de figure. Donc soit epsilon vaut 1, soit epsilon vaut moins 1. Donc si epsilon vaut 1, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que j'obtiens delta qui est égal à 4A carré moins 4, et donc j'obtiens 4 fois A carré moins 1, et 1 c'est la même chose que A carré plus C carré, autrement dit j'utilise un peu la même chose que de dire que c'est cos carré plus sin carré, et en simplifiant je vais me retrouver avec du moins sin carré, donc là j'obtiens moins 4 fois C carré. Et ça c'est négatif. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de racines réelles, ce sont des racines complexes, d'accord. Bon après, je vais mettre inférieur ou égal à 0 parce qu'il se pourrait que C égale 0. C'est quand même un cas de figure qu'il faudrait peut-être traiter à part. Mais voilà, donc on se retrouverait avec ce cas de figure-là, et les racines seraient négatives, donc ça veut dire que la matrice n'est pas diagonalisable. Elle n'est pas diagonalisable en tout cas dans... elle n'est pas diagonalisable dans R.
dans R si C est égal à 0. Ok. Alors après, on peut distinguer les deux cas de figure. Si A égale... on va avoir A peut valoir 1 ou A égale moins 1. Donc on a epsilon égale... donc si C égale 0, c'est diagonalisable dans... Ouais, j'étais bête. Si C égale 0, c'est diagonalisable parce qu'on a automatiquement une matrice diagonale. D'accord, hein. Donc si epsilon égale 1 et C égale 0, on se retrouve avec l'identité, ou alors moins identité. On n'a pas beaucoup de choix. Donc pas de souci. Et puis après, si C est différent de 0, là on a non-diagonalisabilité de l'identité dans R. Mais on a diagonalisabilité dans C, hein, d'accord, parce que là le delta f serait non nul, donc j'aurais bien deux racines distinctes dans C. Et les deux racines distinctes dans C, on remarquera que ça sera lié au cosinus et au sinus, d'accord. Donc si je vais jusqu'au bout, les deux racines qu'on obtient sont donc 2 fois A plus ou moins 2 fois IB divisé par 2. Donc ça va faire A plus ou moins IB. Et si, pas B, C, pardon. Trop l'habitude d'écrire A plus IB. Donc C, voilà. Et j'ai cosinus plus I sinus ou cosinus moins I sinus. Donc ça nous amène à du exponentiel I θ plus ou moins, en fait, exponentiel plus ou moins I θ. Et donc ça nous ramène à cette idée que, en fait, la transformation qu'on aurait sous la main, c'est bien une transformation qui correspond à une rotation. En termes complexes, on est en train de faire une rotation d'angle θ. Donc c'est ça qui serait en train de se passer. Ok, donc voilà ce qui se passe dans ce cas-là, très bien. Maintenant, qu'en est-il... Oh, je suis en train de tout effacer, c'est pas bien, bon c'est pas grave, tant pis. Qu'en est-il maintenant si epsilon égale moins 1? C'est pas grave, je vais refaire delta, de toute façon. Donc, que se passe-t-il si epsilon vaut moins 1? Si epsilon vaut moins 1, cette fois-ci, le terme en x disparaît, et là, je vais me retrouver avec x carré moins 1, en fait. Et donc, x carré moins 1, je n'ai même pas besoin de faire un delta pour me rendre compte, donc le qui serait égal à x carré moins 1, et donc les deux valeurs propres sont plus 1 et moins 1. Et donc, ça veut dire que la matrice est diagonalisable. Et donc, la matrice est diagonalisable de la forme 1, 0, 0, moins 1, enfin plus ou moins 1, plus... Ouais, non, c'est juste ça, tout simplement, je dis des bêtises. Donc 1, 0, 0, moins 1, ou alors on inverse, moins 1, 0, 0, 1, voilà. Donc voilà l'autre résultat qu'on obtient, soit la matrice est diagonalisable pour epsilon égale moins 1, ou alors pour epsilon égale 1 et c égale 0, soit la matrice n'est pas diagonalisable, et dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment faire grand-chose, mais en tout cas, la matrice qu'on obtiendrait en remplaçant par cosinus et sinus, si on suit ce genre de raisonnement, on amènerait à une matrice de rotation. Ok? Donc, soit on ne sait pas que c'est une matrice de rotation et on va jusqu'au bout du raisonnement et on se rend compte que c'est une matrice de rotation, soit vous me suivez sur l'idée du cosinus et sinus, et en effet, le fait d'avoir une valeur propre correspondant à multiplier par... une valeur propre correspondant à exponentielle I θ ou moins I θ correspond bien à faire une rotation d'angle θ. Donc voilà, alors conclusion alors des classes de similitude. Qu'est-ce que nous avons pour conclure sur ce premier point? Voilà. Donc sur ce premier point, on a soit la matrice identité, soit la matrice moins identité, soit la matrice diagonale 1, 0, 0, moins 1, je ne vais pas écrire l'autre parce qu'elle est semblable, donc c'est pas la peine de se casser la tête avec ça. Ou alors, il y a encore la dernière possibilité qui n'est pas une matrice diagonalisable dans R, mais qui est une matrice diagonalisable dans C, qui est cos θ, donc cos θ sin θ, c'est epsilon égale 1, donc moins sin θ, cos θ, qui correspondent en fait aux matrices de rotation. Je vais me permettre d'écrire Rθ, R de θ, cette matrice bloc de 2. Ok, donc c'est une matrice de rotation d'angle θ.
Et donc, bon, bah, pour qu'on n'ait pas identité ou des choses comme ça, il faut éviter que θ soit égal à, il faut éviter que θ soit égal à pi modulo, différent de pi modulo de pi, ou 0 modulo pi, peut-être ce serait mieux, hein. Je dis des bêtises, mais plutôt 0 modulo de pi, modulo pi, je veux dire, comme ça, de façon à ce que le sinus soit non nul. Donc c'est l'autre cas de figure où je me retrouve avec quelque chose qui serait... ouais. Voilà. Ok. Pour éviter de me retrouver avec les deux cas de figure que j'ai cités ici. Mais je pourrais les inclure, hein, ces deux cas de figure, je pourrais les inclure ici si je voulais. C'est pas trop un problème. Bon, enfin voilà, donc voilà les différentes classes de similitude. Et il se trouve que en fait, la forme générale va être pas trop loin de faire apparaître, enfin en tout cas, va tenter de faire apparaître des matrices qui sont de cette forme-là. Je vais y revenir plus tard. Et je vais avancer à la question suivante. Voilà, donc on a déjà répondu à la question pour O1 de R et O2 de R, c'est cool. Maintenant, voyons ce qu'il en est pour après. Alors, qu'en est-il des valeurs propres? N'hésitez pas à faire pause, à nouveau. Qu'en est-il des valeurs propres réelles d'une matrice orthogonale? Ça aussi, bon là ça va aller un peu plus vite que la question précédente encore. Alors l'idée pour savoir ce qui se passe pour les valeurs propres réelles, c'est de voir ce qui se passe en termes d'endomorphisme, voir ce qui se passe en termes de produit scalaire, puisque les matrices orthogonales ont le bon goût de préserver le produit scalaire. Donc si je pose le produit scalaire classique, qui est le suivant, transposé de x fois y, alors si je regarde OX scalaire OY, ben ça va faire transposé de x, transposé de O fois Y. Et le produit matriciel étant associatif, rien ne m'empêche de faire le produit transposé de O avec O lui-même, ce qui me donne transposé de x, y, et donc le produit scalaire de x avec y. Donc ceci montre que, en effet, une matrice orthogonale préserve le produit scalaire, et en fait, bah, ça peut être une autre façon de définir une matrice orthogonale. Je peux dire qu'une matrice orthogonale, c'est une matrice qui préserve le produit scalaire. Et en fait, bah, c'est ça qui va permettre aussi de caractériser les matrices orthogonales. Ok. Alors maintenant, si je veux regarder les valeurs propres réelles, bah, je vais prendre un vecteur. Donc soit, d'abord lambda, une valeur propre de O dans OM de R. Bon, normalement, vous devrez vous attendre à la réponse, hein. Mais je vais le faire là proprement. Donc je prends lambda 1, je prends x, un vecteur propre, donc ça veut dire non nul, notamment, et réel. Ah, d'accord, la valeur propre que j'ai prise, elle est réelle aussi. Hein. Valeur propre réelle. Ici. Et VEP réel. Ok, alors bon, bah, si je fais le même calcul que au-dessus, mais avec x, donc si je fais OX avec OX, OX avec OX, ce que je vais trouver, c'est que d'un côté, je vais obtenir lambda carré x avec x, donc la norme de x en fait, et de l'autre côté, bah, si je calcule un petit peu, j'ai transposé de x au... Bon, c'est le calcul que je viens de faire à l'instant, en fait, au x, et ça va me donner transposé de x avec x, donc le produit scalaire de x avec x. Mais le produit scalaire de x avec x, c'est non nul, hein, c'est un produit scalaire, donc si j'ai un vecteur non nul, le produit scalaire du vecteur avec lui-même est différent de 0, hein, c'est le fait d'être défini positif, et donc bah, ça veut dire que lambda carré vaut 1. Et donc ça veut dire que lambda vaut plus ou moins 1. Et voilà, donc les seules valeurs propres réelles qu'on peut avoir pour une matrice orthogonale sont les valeurs propres qui sont soit 1, soit moins 1. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième question, qui n'était pas très difficile, mais il faut s'y poser un petit peu. Donc je vais peut-être récapituler ce qu'on a fait pour l'instant. Donc le premier point, on a regardé O1 de R. Je vais juste récapituler rapidement. Avec ces matrices-là, et puis O2 de R, on s'est retrouvé avec des matrices qui sont, bon, si je veux simplifier un petit peu, je peux écrire cos θ, donc cos θ moins sin θ, sin θ, cos θ, on s'est retrouvé avec cette matrice-là, ou alors la matrice identité, la matrice moins identité, qui correspondent à un cas de figure de celui-là, et
cette matrice-là. Voilà, donc ça c'était pour le point 1. Le point 2, on vient de voir que les valeurs propres sont plus ou moins 1, si lambda est réel. Donc voilà pour l'instant ce qu'on vient de voir. Très bien, alors maintenant la question suivante qui va commencer à être un peu plus intéressante je pense, et qui va nous aider vraiment pour la suite. Donc la question suivante, je la rappelle, c'est de montrer que tout endomorphisme d'un R espace vectoriel de digne fini admet une droite ou un plan stable. Alors n'hésitez pas à faire une petite pause là pour essayer de répondre à cette question. D'accord ? C'est pas une question si difficile que ça, mais il faut quand même savoir dans quel sens on va, hein, comment avancer, Si on n'a jamais vu cet exercice, je pense qu'on peut être un peu perdu, mais faut vraiment l'avoir vu au moins une fois. Je pense que c'est un exercice quand même assez classique. Donc, ok, alors comment montrer ce résultat-là? Donc pour montrer ce résultat-là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec le polynôme caractéristique en fait. Donc je vais jouer avec le polynôme caractéristique et je vais considérer deux cas de figure. Un premier cas de figure où il y a une valeur propre, et s'il y a une valeur propre, bah, j'ai une droite stable, c'est assez direct. Et puis le deuxième cas de figure où j'ai pas de valeur propre réelle, donc oui, il y a deux cas de figure, soit valeur propre réelle, soit pas de valeur propre réelle. S'il n'y a pas de valeur propre réelle, bah, je peux écrire la forme du polynôme caractéristique de manière générale, et je peux m'attarder à regarder un sous-espace vectoriel qui est en fait lié au lemme des noyaux, et en fait je vais regarder un noyau de données par rapport à l'évaluation de la fonction f sur juste un des facteurs irréductibles du polynôme caractéristique. Et en faisant ça et en le choisissant de façon à ce que ce noyau soit non nul, eh bien je vais pouvoir conclure que voilà, cet espace-là va être de dimension 2 et je vais pouvoir... je vais pas avoir le souci, je vais donc avoir un plan stable. Ok, donc je vais tout de suite le dire. Hein, donc déjà le cas le plus simple, c'est le cas où il y a une valeur propre. Donc soit f un endomorphisme, je vais peut-être oublier, je vais peut-être l'introduire quand même. Donc soit f un endo de Rn, disons, si on ne veut pas se casser la tête. Ok. Et puis bon bah il y a deux cas de figure, soit f admet une valeur propre réelle. Alors, soit f admet une valeur propre réelle, et dans ce cas-là, si f admet une valeur propre réelle, eh ben, rien ne m'empêche de prendre l'espace propre pour la valeur propre réelle en question. Donc, je peux très bien prendre soit ça, considérons D, donc, considérons D1, donc D égale vect d'un certain x avec x dans l'espace propre engendré par la valeur propre lambda pour l'endomorphisme f. Et donc bah, on se rend compte qu'en effet, si je fais f de x, bah, j'obtiens lambda x qui appartient également à D. Pour tout x dans D. Enfin pour tout x. Ouais, je suis un peu rapide, mais je vais me permettre de faire plus propre. Donc, ce que je veux dire, c'est que si je prends donc, pour tout y dans D, je peux faire f de y, et ça va être égal à lambda y, qui va également être dans D. Voilà. Sachant que y, en fait, c'est un multiple de x, hein, donc je pourrais l'écrire alpha x, et par propriété de linéarité, le alpha sort, et je me retrouve avec alpha lambda x. Donc vraiment, aucun souci, ça fait bien lambda fois y. Donc voilà, et donc j'ai gagné, j'ai une droite stable. D'accord, c'est un espace vectoriel de dimension 1, stable par f. Ok. Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si f n'admet pas de valeur propre réelle. Donc, supposons que f n'admet pas de valeur propre réelle.
Alors si f n'admet pas de valeur propre réelle, c'est là où on va vraiment jouer avec le polynôme caractéristique. Si on joue avec le polynôme caractéristique, on sait que le polynôme caractéristique, qui f de x, va s'écrire comme un certain produit. Donc disons comme ça, pour i allant de... Donc évidemment n devra être pair, hein, d'ailleurs au passage, mais passons. Donc i allant de 1 à k de x carré. Donc x carré, bon, je sais pas, je peux l'écrire de différentes manières, mais je vais peut-être l'écrire juste sans casser la tête avec le signe. Donc x carré plus ai fois x plus bi, le tout à la puissance alpha i. Voilà, donc je peux écrire le polynôme comme ça, c'est la décomposition du polynôme dans R coché x. Hein. Décomposition de qui f dans R coché x. Ok. Et partant de ça, ce que je peux faire, c'est que je pourrais regarder ce qui se passe en évaluant par f. En évaluant par f un élément là-dedans. Mais donc oui, alors je vais essayer de le dire un peu mieux que ça. En gros, ce que je vais essayer d'utiliser, c'est un peu le lemme des noyaux. D'accord? Pour ainsi dire, c'est ça. C'est le lemme des noyaux que je cherche à l'utiliser. Et bon, une façon de l'utiliser sans trop le dire, ça serait la chose suivante. Ce que je vais annoncer, c'est que je suis sûr que si je regarde le noyau de f carré plus aif plus bi, identité, si je regarde le noyau, chacun des noyaux que j'ai ici, je suis sûr qu'il y en a au moins un qui va être non réduit à 0. Pourquoi je suis sûr qu'il y en a un qui ne va pas être réduit à 0? Parce que je sais que par le théorème de Cayley-Hamilton, qui f évalué en f donne 0. Autrement dit, le noyau de qui f de f, c'est E. Et le noyau de qui f de f, c'est une somme directe des noyaux, hein, des différents noyaux qu'on a là, en remplaçant par f carré, etc., mis à la puissance alpha. Alpha. Ok, donc je peux dire ça, et donc bon si je disais que aucun des noyaux n'était réduit à 0, ça voudrait dire que ça, ce qui f de f serait un automorphisme. Ce qui n'est pas vrai, hein, puisque c'est nul. Donc, voilà. Donc je vais maintenant l'écrire, hein. Je viens juste de dire à l'oral ce que je veux faire. Maintenant je vais l'écrire sans trop dire que j'utilise le lemme des noyaux, même si dans le fond, j'utilise le lemme des noyaux. Donc ce que j'affirme, affirmation, il existe un I appartenant à un K, tel que le noyau de f carré plus aif plus bi identité n'est pas réduit à 0. Et pour le prouver, je le fais par l'absurde. Je suppose que c'est pas vrai, donc c'est-à-dire que pour tout i dans un cas, le noyau de f carré plus aif plus bi identité est égal à 0. Et donc, par le lemme des noyaux, ça voudrait dire que qui f de f, le noyau de qui f de f serait nul. Bon, si je veux quand même le dire comme ça, par le lemme des noyaux. Mais c'est assez évident, hein, parce que là, vous êtes en train de... Ouais, je vais peut-être... Je dis le lemme des noyaux, mais voilà. Bon, en gros, je pourrais dire par le lemme des noyaux, je conclus. Mais si vous voulez être un peu plus explicite, ça voudrait dire que la composition qui est ici, donc, ça voudrait dire que qui f de f, qui est égal à un produit de différentes compositions, donc ce que je vais l'écrire comme ça, je pourrais écrire f carré plus a1f plus b1 identité, le tout composé alpha une fois, rond f carré plus a2f plus b2 id, puissance alpha 2, rond, blablabla, jusqu'au dernier. Ok? Et bien cette composition-là serait un automorphisme, puisque chacun des termes serait un automorphisme, et donc faire des compositions d'automorphisme donne un automorphisme. Ça revient vraiment au lemme des noyaux en fait, hein, mais je
J'aimerais bien le dire un peu sans parler trop du lemme de noyau, mais en vrai, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, cette composition-là serait un automorphisme. Donc, ce serait une bijection, puisque le noyau du coup de qui f, de f, serait nul. Mais c'est pas possible par le théorème de Cayley-Hamilton. Donc Cayley-Hamilton va me dire que qui f de f vaut 0. C'est-à-dire que f est annulateur, enfin, oui, f est annulateur du polynôme. Enfin, pardon, le polynôme est annulateur de f, ou f s'annule pour le polynôme. Enfin bref, bon. Bref, le polynôme évalué en f vaut 0, donc c'est voilà, donc c'est pas possible, c'est pas possible. Donc ça veut bien dire qu'il y a au moins un des noyaux qui est non nul. Voilà, donc on a une contradiction, tout va bien. Ok. Bon, et puis maintenant, là, ce que j'affirme, c'est que maintenant, si je prends un élément dans ce noyau-là, et que je construis le bon espace vectoriel, et ben j'ai gagné. Donc maintenant que j'ai cette affirmation qui est vraie, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre soit x dans ce noyau particulier, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais considérer P, qui va être un plan, P qui va être défini comme vect de x, f de x. Ok. Et là, vous pourriez vous poser la question, oui, mais est-ce que c'est vraiment un plan? Et la réponse est oui, c'est vraiment un plan, parce que si c'était pas un plan, ça voudrait dire que f admet une valeur propre, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Donc, comme f n'a pas de valeur propre, et ben cette famille-là est bien une famille libre sur R. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc voilà, donc j'ai cet espace-là qui est un espace plan. Et donc maintenant, bah, si je regarde, donc essentiellement, si je veux vérifier que le plan est stable par f, il me suffit de vérifier que si je fais l'image par f de chacun des éléments, je reste dans le plan. Alors évidemment, f de x, ben, c'est bien dans le plan, tout va bien. Et si je fais f2 de x, eh bien f2 de x, d'après le fait que x appartient à ce noyau, ça veut dire que ça s'écrit moins AI fois f de x plus bi fois x. Et ceci, c'est bien un élément dans le plan. Enfin, pas plus, moins bi fois x. Et ceci, c'est bien un élément dans le plan. Donc c'est gagné, le plan est bien stable. P est stable par f. Et donc j'ai terminé, j'ai traité les deux cas de figure. J'ai traité le cas de figure où il y a une valeur propre, et dans ce cas-là j'ai une droite, une valeur propre réelle, et dans ce cas-là j'ai une droite qui est stable. Et le deuxième cas où j'ai pas de valeur propre réelle, et dans ce cas-là, si j'ai pas de valeur propre réelle, et bien ce que je peux faire, c'est juste utiliser la forme, la décomposition du polynôme caractéristique afin de me donner un noyau particulier qui correspondra au plan que je pourrais considérer. Voilà. Il n'y en a pas qu'un seul de plan, il n'y a pas forcément qu'une seule droite, mais au moins je sais qu'il y en a une de droite ou qu'il y a au moins un plan sur lequel on est stable. Donc ça va être assez intéressant. Ok, donc ça, le 3. Donc je vais écrire comme ça, existence d'une droite ou d'un plan stable. Je vais écrire ça comme ça rapidement sur le tableau pour dire que ça c'est fait. Donc ça c'était la troisième étape. On avance, hein, on va bientôt arriver à la fin et à la résolution finale. Le quatrième point, c'est essentiellement pour pouvoir enclencher une récurrence, vraiment une récurrence. Parce que déjà, là, on est en train de l'enclencher quelque part, parce que là, on est en train de dire, ok, il y a une droite ou un plan stable. Donc si on a une droite et un plan stable, après, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse décomposer l'automorphisme orthogonal en deux automorphismes orthogonaux, qui seraient l'une sur l'espace vectoriel dimension 1 ou dimension 2, et l'autre qui serait sur ce qui reste, en fait. Et si on arrive à faire ça, ben on aura gagné. Il ne restera plus qu'à faire un raisonnement par récurrence propre pour conclure. Donc le quatrième point, c'était, on a F, un automorphisme orthogonal, donc dont la matrice, je vais réécrire quand même, je vais écrire que O est égal à
mat B de F, pour B la base canonique, on pose ça, donc endomorphisme orthogonal sur Rn, parce que c'est la tête, muni du produit scalaire usuel, blabla, soit grand F, un SEV stable par F. Alors on va d'abord montrer le premier point, on va montrer d'abord que F orthogonal est également stable par F. Donc montrons que F orthogonal est également stable par F. Alors encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause afin d'essayer de répondre à cette question avant que je dise quoi que ce soit. Ok, alors pour répondre à cette question, essentiellement il faut comprendre ce qu'est ce sous-espace stable. Et là pour l'instant, ce qu'on est en train de dire quand on dit que F est un sous-espace stable, donc F SEV stable, ça veut dire que si j'applique l'endomorphisme F sur grand F, eh bien je reste dans grand F. Ok. En termes de dimension d'espace vectoriel, comme on a affaire à un automorphisme, il faut que la dimension qu'on a ici soit la même que la dimension qu'on a ici. Donc si on a un automorphisme, donc F auto, le fait que F est un automorphisme permet de conclure que l'inclusion qu'on a ici est en fait une égalité. Ok. Et de la même manière, ou à la suite de ce que je viens d'écrire, on peut conclure que l'image réciproque par petit f de grand F, c'est en fait grand F. C'est pas très difficile de conclure ces choses-là. Vraiment, c'est dû au fait qu'on a affaire à un automorphisme. Donc voilà, donc on a ça, très bien. Bon. Alors maintenant, qu'en est-il si je prends un élément, donc soit Y appartenant à F orthogonal. Qu'est-ce que ça veut dire être dans F orthogonal? Ça veut dire être orthogonal à n'importe quel élément dans grand F. Donc ça veut dire que pour tout x dans F, le produit scalaire de x avec y vaut 0. Donc là, ici, quand je parle de produit scalaire, je parle du produit scalaire usuel, canonique, d'accord, transposé de x soit y. Voilà, donc, et c'est équivalent à dire ça. Donc dire que y est dans F orthogonal, c'est équivalent à dire que pour tout x dans F, on a ce produit scalaire qui vaut 0. Ok. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est si je regardais... Donc, qu'est-ce qu'il en serait si je regarde F de... qu'est-ce qu'il en est si je regarde F de Y? Et je vais essayer de montrer que F de Y est également dans F orthogonal. Bon alors, si je veux regarder ce qu'il en est pour ce truc-là, eh bien, je commence par dire, je fais x scalaire f de y, mais par ce qu'on vient de dire juste un peu avant, être dans grand F, c'est la même chose qu'être dans f-1 grand F. Ok? Et être dans f-1 grand F, ça veut dire qu'il existe un antécédent tel que ça puisse s'écrire comme l'image. Donc ça veut dire que ce que je viens d'écrire là, je peux le réécrire comme produit scalaire de f de z avec f de y. D'accord? Donc, le truc entre deux, c'est dire qu'en fait, il existe z dans grand F, tel que x est égal à f de z. Voilà. Et être un automorphisme orthogonal, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en travaillant avec les matrices directement, ça veut dire qu'on conserve le produit scalaire. Donc là, le produit scalaire de f de z avec f de y, c'est la même chose que le produit scalaire de z avec y. Donc ce passage-là, ça vient du fait que f est orthogonal. Voilà, et donc là j'ai un élément qui est dans f, scalaire, un élément qui est dans f orthogonal, donc ça me donne 0. Et donc c'est gagné, je viens de montrer que pour tout x dans grand F, eh bien le produit scalaire de x avec f de y vaut 0, donc ça veut dire que f de y est également dans f orthogonal. Et donc f orthogonal est bien stable par f. Bon, et puis maintenant il reste à dire que les endomorphismes induits sur grand F et sur grand F orthogonal sont également des automorphismes orthogonaux.
Et ça, c'est pas très difficile non plus, puisque, bon, bah, comme je viens de le dire, une façon de caractériser le fait d'être orthogonal, c'est aussi le fait de dire que par le produit scalaire, on conserve le produit scalaire, et c'est aussi équivalent à dire qu'on conserve les normes. Donc, le deuxième point que j'avais dit, c'était de dire que F induit un automorphisme orthogonal sur grand F et également et aussi sur grand F orthogonal. Et ça s'induit directement, hein, c'est une conclusion assez directe de ce que c'est un automorphisme orthogonal. Donc j'ai pas forcément grand chose à dire. Juste ce que j'ai à dire, c'est que bah, si je prends x et y dans grand F, je dois vérifier que si je fais f de x scalaire f de y, ça va faire la même chose que x scalaire y. Mais ça, c'est assez direct par le fait que ce truc-là est vrai. Donc la question, c'est est-ce que ça, c'est vrai? Et ce truc-là est vrai, car vrai pour tout x, y dans Rn. Donc évidemment, si je prends deux vecteurs dans un sous-espace vectoriel, bah, je vais aussi vérifier cette propriété-là. Donc ça sera vrai sur grand F et ça sera vrai également sur F orthogonal. C'est vraiment quelque chose d'assez direct. Hein. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, ok, bah, je vais pouvoir en venir à la conclusion finale. Donc, je vais mettre le quatrième point quelque part. Disons, on va essayer de mettre de l'ordre là. Donc, le quatrième point ici, c'était le fait de dire que on peut découper, je vais le réécrire comme ça, découper un automorphisme orthogonal suivant des sous-espaces stables, suivant des sous-espaces stables. Voilà. Ok, alors bon bah, on arrive donc à la conclusion. Alors à votre avis, quelle pourrait être, maintenant à la suite de tout ce qu'on vient de faire, quelle pourrait être la forme générale d'une matrice orthogonale, enfin en tout cas d'une classe de similitude d'une matrice orthogonale? Quelle pourrait être la forme de ces matrices-là? Donc n'hésitez pas à faire mini-pause avant que je le dise. Normalement, à la suite de tout ce qu'on a fait, vous devriez avoir une idée assez précise de quelle forme de matrice on devrait avoir. Et une fois qu'on aura énoncé la forme de matrice, ben, il restera à le prouver. Ok, ben, j'espère que vous avez réfléchi un petit peu et j'espère que vous avez trouvé. Donc, la forme de matrice, donc ce que j'affirme, hein, donc, disons, si on veut théorème, hein, on va maintenant démontrer. Donc, toute matrice orthogonale, donc toute matrice orthogonale de OM de R est semblable à une matrice de la forme. Alors si vous avez bien réfléchi, vous devriez avoir trouvé la forme. La forme de la matrice, la forme canonique de la matrice qu'on peut trouver, c'est la forme suivante. On peut trouver une matrice de la forme Rθ1, Rθ2, etc. jusqu'à Rθk. Puis ensuite un bloc identité, disons identité D, et un dernier bloc moins identité R. Donc qui correspond aux valeurs propres 1, aux valeurs propres moins 1, et ainsi de suite. Voilà. Et donc les Rθ, je rappelle, ou je l'ai écrit en fait, les R de θ c'est ceux-là. Je ne sais plus si je l'ai dit avant, mais si je ne l'ai pas dit avant, voilà comment on note Rθ. Donc R de θ c'est ça. Donc c'est des blocs 2-2 comme ceci, avec des cosines, et un bloc identité de taille D et un bloc moins identité de taille R, de façon à ce que la somme, bien sûr, des tailles des blocs que j'ai mis ici donne bien une taille M. Donc voilà, bon, maintenant on va pouvoir le démontrer. Alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour voir en quoi le fait d'avoir répondu aux questions précédentes permet
de répondre à cette question finale. Ok, alors c'est parti. Je vais effacer maintenant le théorème que je viens d'énoncer et on va le prouver. Hop. Et donc, comme je l'avais dit, on va le prouver par récurrence. Donc, disons, on va faire une récurrence forte. Hein. Donc, la proposition est vraie au rang n égale 1, au rang n égale 2. Hein, il suffit de l'écrire correctement, mais au rang n égale 2, c'est tout aussi vrai. D'accord ? Donc, une preuve par récurrence. Pour n égale 1 et n égale 2, ok. On sait ce qu'il en est. Et donc, bon, on va faire une récurrence forte, hein, tant qu'à faire. Bon, à vrai dire, j'ai pas besoin d'une récurrence vraiment forte, mais j'ai besoin au moins d'une récurrence double. Mais bon, tant qu'à faire, je vais poser une récurrence forte. Donc, comme d'habitude, hypothèse de récurrence. Donc, on suppose que le théorème est vrai pour toute matrice orthogonale de taille m inférieure ou égale à petit n, et on veut montrer que c'est vrai au rang n plus 1. Donc montrons que le théorème est vrai au rang, donc au rang plus 1, donc au rang n plus 1. Et donc, encore une fois, on va se retrouver avec deux cas de figure. Un premier cas de figure où on va avoir une droite, hein, donc ça va revenir à ce qu'on a fait dans la question 3. Et ça, c'est toujours vrai pour n'importe quel endomorphisme. Donc là, notamment pour l'automorphisme associé, ça va être vrai. Donc, bon, je sais pas si je vais y parvenir. Ouais, je vais quand même distinguer les deux cas de figure si j'ai affaire à une droite ou si j'ai affaire à un plan stable. Ok. Donc je vais quand même distinguer les deux cas de figure. Donc, d'abord, soit F, l'automorphisme orthogonal associé à la matrice, donc à la matrice O que je considère orthogonale de taille n plus 1. Ok. Donc là, l'automorphisme orthogonal, c'est bien un automorphisme sur un R espace vectoriel de dimension finie. Donc je peux appliquer le résultat 3. Donc par le résultat ou la proposition qu'on a démontrée 3, il existe un SEV-F de dimension égale à 1 ou égale à 2, tel que grand F est stable par petit f. Et donc par petit 4, on a montré que du coup petit f induit un automorphisme orthogonal sur grand F, mais également sur grand F orthogonal. D'accord ? Je vais essayer, pour l'instant, je vais essayer d'écrire les choses sans avoir à distinguer de cas, mais à un moment donné, il va falloir que je distingue les cas. Donc, pour l'instant, sans distinguer de cas, je peux appliquer directement le résultat 4 également. Ainsi, par 4, F induit un automorphisme orthogonal. Donc F induit un automorphisme orthogonal sur F et sur F orthogonal. Donc au passage, F orthogonal est aussi stable. F orthogonal est aussi stable par petit f. Ok, alors c'est maintenant qu'il va falloir distinguer les cas.
peu ce que j'ai écrit dans la récurrence. Hop. Mais en tout cas, là, en ayant déjà dit ça, ce qui va se passer, c'est que j'ai donc deux cas. Les deux cas de figure sont les suivants. Ça veut dire que la matrice que j'avais de départ, O, est semblable. Donc, la matrice O est semblable. Donc, je peux écrire P-1. Et ici, je vais avoir, soit j'ai une matrice de taille 1, donc ça veut dire que j'ai une valeur lambda ici, que des zéros ailleurs. Oui, j'ai oublié de préciser, mais les endroits qui étaient restés vides dans la matrice que j'avais écrite de manière générale sont des coefficients nuls, hein, bien sûr. Donc on a ça, et puis ici on se retrouve avec une matrice oméga. Donc ça c'est le cas où la dimension de f égale 1, et le cas où la dimension de f égale 2, on se retrouve avec O qui est égal à P fois, donc ici on va avoir, que je dise pas de bêtises. Donc ici on va avoir une matrice de taille 2, bon, je vais juste éviter d'écrire une bêtise. Donc là on a une matrice de taille 2, et puis toujours oméga, voilà, 0, 0. Donc ici dim de f égale 2, et c'est également une matrice A qui est dans O2 de R. Ok? Bon. Très bien. Donc on se retrouve avec ça. Alors dans le premier cas, ça va être à peu près, je pense que ça va être assez rapide. Dans ce premier cas de figure, ce qui va se passer, c'est que lambda vaut 1 ou moins 1. D'accord? Donc ici, lambda est alors valeur propre de O. Et donc si on utilise ce qui s'est passé pour 2, par 2, alors lambda égale plus ou moins 1. Et donc après, par récurrence, on peut utiliser la récurrence. Et la récurrence va nous permettre de dire que ce qu'on obtient ici est semblable. Donc là, oméga est semblable par une matrice Q. Donc on va avoir Q fois... donc Q fois la matrice de la forme qu'on veut, fois Q moins 1. Et donc ça veut dire que si je réécris maintenant, j'ai que O est semblable à une matrice P, Q. Et lambda valant 1 ou moins 1, ça ne va pas changer grand chose de multiplier par un coefficient à gauche et à droite non nul. Donc je vais me retrouver ici avec lambda qui vaut 1 ou moins 1, donc plus ou moins 1. Et puis l'une matrice de la forme que je veux, Q-1, P-1. Et donc j'ai terminé, il reste juste à utiliser une matrice de symétrie, de permutation, pardon. Donc il suffit d'utiliser des matrices de permutation afin de mettre les coefficients dans le bon ordre, dans la diagonale. Donc c'est terminé, là on a terminé. Ok. Donc ça c'est bon. Alors ensuite, si je veux regarder ce qui se passe dans ce cas-là, pour savoir ce qui se passe dans ce cas-là, il me suffit de voir ce qui se passe ici. Ok? Alors ce qui se passe ici, oui donc là, la matrice, c'est pas tout à fait la même matrice Q, j'ai mis une matrice Q ici, mais c'est pas tout à fait la même matrice Q, il suffirait de mettre un 1 en haut de la diagonale, c'est pas non plus, c'est pas très sorcier, mais Q, oui, je vais mettre comme ça, Q tilde c'est 1 Q comme ceci. Voilà, comme ça je précise un peu plus. Ok, et cette matrice-là, elle est bien réversible, pas de souci. Ok, bon. Donc ce cas-là est traité maintenant. Je vais revenir à ce cas-là. Donc dans ce cas-là, on a plusieurs cas de figure, mais quoi qu'il en soit, on va pouvoir dire que A est semblable à une des matrices. Donc soit c'est une matrice Rθ, soit ça va être l'une de ces matrices, identité, moins identité, ou un truc comme ça. Ok? Donc là, P-1. Donc là, je peux dire que A est semblable à l'une de ces matrices. Alors bon, je vais faire le cas Rθ parce que je pense que vous l'aurez compris que si j'ai un de ces cas-là, ça va aller très vite. Si je dis que A est semblable à Rθ, à un certain Rθ, je peux écrire que A est égal donc plutôt à... alors je vais essayer d'utiliser une autre matrice, je vais utiliser une matrice S. Donc S fois Rθ fois S-1. Je peux écrire ça. Et puis encore une fois, je peux utiliser la récurrence.
pour dire que oméga s'écrit Q fois le type de matrice que je veux, fois Q moins 1. Donc ça sera oméga. Et donc, si je pose Q tilde, cette fois-ci comme étant égal à la matrice bloc S Q, comme ceci. Donc c'est une matrice de 2 avec une matrice N-1, N-1. La récurrence s'applique parce que c'est une récurrence forte, donc c'est ici en N-1, hein. Ici c'était en N. Donc j'en arrive à ça, et si je prends cette matrice-là, je vais pouvoir conclure que O s'écrit P fois Q tilde fois la matrice, une type de matrice que je veux, donc c'est-à-dire j'ai R θ et puis j'ai le type de matrice que je veux pour oméga, hop, fois Q tilde moins 1 fois P moins 1. Et donc j'ai gagné, encore une fois, ça se joue à une permutation près, j'ai terminé, j'arrive au résultat que je veux par récurrence. Voilà. Et c'est là où on voit que tout était utile, hein. Donc là j'ai utilisé la question 1, ici j'ai utilisé la question 2, ici j'ai utilisé, avant d'avancer là-dedans, j'avais utilisé les questions 3 et 4, donc vous voyez que tout se goupille vraiment bien et me permet vraiment de conclure. Donc voilà, j'ai terminé les formes des matrices orthogonales, donc je vais juste réécrire la conclusion finale. Les classes de similitude des matrices orthogonales s'écrivent de la manière suivante. Juste, voilà. C'est un théorème, je l'éclaire sous la forme de théorème. Toute matrice orthogonale, donc toute matrice orthogonale, est semblable à une matrice de la forme hop, voilà. Donc R θ1 jusqu'à R θk, identité de taille D et moins identité de taille R. Okay. Avec les R θ qui correspondent aux matrices bloc de 2, cos θ, moins sin θ, voilà, sin θ et cos θ. Voilà le résultat final. Alors il y a des interprétations géométriques à tout ça. Il y a une question de réflexion ou de rotation. Donc une matrice orthogonale, en fait, c'est soit une réflexion, c'est soit une composition d'O+, en fait, plus précisément, c'est soit une composition de O plus N réflexion et O plus, en tout, O plus N réflexion ou rotation. Donc ce résultat-là s'obtient grâce à cette écriture. D'autres résultats aussi intéressants, comme le fait qu'une matrice orthogonale est diagonalisable dans C, puisque on a vu que suivant les valeurs de θ, c'était diagonalisable, et en fait, pour n'importe quelle valeur de θ, vous pouvez remplacer. Pour n'importe quelle valeur de θ, vous obtenez une matrice qui va être diagonalisable dans C. Donc en fait, n'importe quelle matrice orthogonale est diagonalisable dans C. Ça, c'est pas non plus une question si facile à résoudre. Et puis voilà, donc vraiment on peut faire plein de choses avec ça. Donc notamment j'utiliserai ce résultat lors d'un prochain exo de colle. Puisque là je prévois dans la foulée de faire un exo de colle, donc l'exo de colle que je viens de faire, un petit exo de colle qui va m'être également utile pour le prochain exo de colle un peu plus difficile. Et le prochain exo de colle, on va regrouper un peu les morceaux, ce résultat-là qui va être utilisé, un résultat qu'on va démontrer dans le petit exo de colle qui va suivre. Et donc il va suivre, qui sera fait, je pense, d'ici mardi. Et on terminera avec l'exo de colle 45 qui utilisera le résultat que je viens d'énoncer ici, plus le ou les, je ne sais pas encore comment je vais énoncer le petit exo de colle, mais le ou les petits résultats que je démontrerai dans le cadre du petit exo de colle. Donc bon, ça va venir. Mais voilà, je veux amener un gros exercice qui pourrait être assez intéressant et qui utilise cette propriété-là en particulier. Bon voilà, eh bien je pense avoir dit ce qu'il fallait autour de cet exo de colle. J'espère que ça vous a bien intéressé, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis non plus à la lecture. J'ai eu quelques soucis d'encre, donc là j'ai dû écrire à l'encre bleue. J'espère que la lecture a été quand même assez correcte, en supposant que, à chaque fois en tout cas que j'écrivais avec des couleurs rouges ou vertes, c'était encore à peu près lisible. Donc là, j'espère que ça s'est plutôt bien passé.
Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui pourraient être intéressés par ce genre de vidéo et ce genre de résultats, et même par tout le contenu de la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des retours à faire concernant la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du Petit Exo de Colle. Voilà, salut à tous et portez-vous bien.